Au cœur des denses forêts de Galice, en Espagne, un épais brouillard flottait sur la vallée du Minho. C'était le début du printemps, mais le parfum humide des bois et le murmure incessant des corbeaux et de l'eau vive conféraient une impression d'intemporalité, comme si cette partie de la forêt avait été oubliée du monde. Sur la rive, un chasseur chevronné, Diego Ramirez, progressait avec précaution entre les arbres tortueux et les troncs abattus. Il connaissait chaque sentier, chaque rocher, mais ce matin-là, quelque chose clochait. Un silence inhabituel et pesant régnait, seulement troublé par le craquement occasionnel des branches sous ses pas. Il y a 13 ans, la disparition d'un groupe d'aventuriers américains a secoué la région. Partis explorer des sentiers inconnus, ils auraient découvert des grottes mystérieuses et des eaux tumultueuses, mais n'ont jamais été revus. Depuis, l'histoire est devenue une légende parmi les habitants. Certains disent que les aventuriers ont été engloutis par la forêt. D'autres que les bois recèlent des secrets que personne n'ose percer. Tandis qu'il marchait, Diego sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il suivait la piste des cerfs, mais son instinct lui disait que ce matin-là lui réservait quelque chose d'inhabituel. Soudain, quelque chose attira son regard parmi les racines d'un figuier géant, une forme tortueuse, partiellement recouverte de feuilles et de boue. S'approchant avec précaution, il comprit qu'il s'agissait de quelque chose d'humain, ou du moins, des restes de quelqu'un qui avait été là autrefois. Son regard parcourut l'objet pris au piège entre les branches et les racines. C'était un vieux journal intime, à la couverture de cuir usé, gonflé et fragile. Les pages étaient jaunies, mais encore lisibles. Les premières lignes contenaient des noms, des dates et des récits détaillés de l'expédition disparue des années auparavant. Le chasseur sentit son cœur s'emballer. Chaque page qui se tournait était comme une fenêtre ouverte sur le passé. Chaque récit décrivait des obstacles bien plus difficiles que prévus. Des avalanches soudaines, des chutes dans des rivières en furie, des rencontres avec des animaux sauvages et des nuits glaciales qui semblaient interminables. Mais il y avait quelque chose de plus sinistre, des allusions à des ombres qui se déplaçaient entre les arbres, des bruits inexplicables et une impression de poursuite constante. Ce n'était pas seulement une histoire de survie, c'était le récit d'une peur pure, et Diego se retrouvait désormais plongé dans ce même mystère. En analysant le journal, un autre détail attira son attention. Parmi les notes, une carte rudimentaire de la forêt, avec des points marqués indiquant des campements, des cascades et quelque chose que Diego ne parvint pas à déchiffrer. Un symbole circulaire, presque comme un piège naturel, soigneusement dessiné dans une clairière près de la rivière. C'était comme si la disparition des aventuriers avait laissé une marque indélébile dans les bois, une énigme qui ne demandait qu'à être percée. À cet instant, la tension devint presque palpable. Le vent se leva, soulevant les feuilles mortes et griffant le visage de Diego. Il comprit qu'il n'était pas seul. Un craquement lointain entre deux arbres le figea. Le chasseur serra son fusil contre lui, mais il savait que l'arme ne suffirait peut-être pas. Il y avait dans la forêt quelque chose qui ne pouvait s'expliquer par les seuls loups ou renards. C'était quelque chose d'ancien, tapi dans l'ombre, qui observait chacun de ses mouvements. À chaque pas, Diego ressentait un mélange de peur et de détermination. Il devait comprendre ce qui était arrivé aux aventuriers américains et pourquoi la forêt semblait avoir englouti leur présence sans laisser de traces. Tandis que la rivière coulait impassiblement, le journal serré contre sa poitrine, une question le taraudait. Cette disparition était-elle liée à un phénomène surnaturel ou à la géographie périlleuse de la région elle-même? Ce jour marquerait le début d'une quête qui ne serait pas seulement une recherche de réponse, mais une lutte pour la survie. Diego découvrirait bientôt que chaque arbre, chaque ombre et chaque méandre du fleuve recelaient des secrets que la Galice gardait depuis des siècles, des secrets qui changeraient à jamais sa perception du monde. La forêt galicienne n'était pas qu'un simple espace physique, mais un personnage à part entière. Les arbres centenaires formaient une canopée naturelle, filtrant la lumière du soleil en de rares rayons qui dansaient sur le sol moussu.
Le parfum de la terre humide se mêlait à la résine de pin et aux doux arômes des fleurs sauvages. Chaque pas de Diego révélait le passé, et chaque détail du paysage semblait porter la mémoire de ceux qui avaient disparu. De petits ruisseaux serpentaient entre des pierres couvertes de lichen, et des oiseaux rares, comme le pic doré ibérique, observaient l'intrus silencieux, comme pour approuver ou condamner sa présence. À 47 ans, Diego Ramirez était un homme endurci par la vie en forêt, mais non insensible à la curiosité et à la fascination pour l'inconnu. Fils de chasseur, il avait appris très tôt à déchiffrer le murmure du vent, à suivre des traces presque invisibles et à anticiper les dangers de la nature. Malgré son expérience, il possédait une vulnérabilité que peu connaissaient. Le souvenir d'un ami disparu dans des circonstances mystérieuses l'avait rendu obsédé par les mystères et les disparitions. Cette obsession l'avait conduit au journal intime retrouvé, et à présent, chaque mot qu'il lisait ravivait de vieilles blessures et éveillait de nouvelles peurs. Les aventuriers américains, dont les voix résonnaient dans le journal, commençaient à prendre forme dans l'esprit de Diego. Il y avait Ethan Cooper, le chef du groupe, déterminé et charismatique, mais trop sûr de son expérience. Lisa Moreno, photographe et exploratrice, consignait tout avec une précision quasi obsessionnelle, toujours attentive aux détails qui pourraient échapper aux autres. Ryan Thompson, le plus pragmatique, avait le sens de la survie, mais était émotionnellement fragile, ce qui engendrait souvent des tensions au sein du groupe. Chaque personnage avait ses forces et ses faiblesses, et les erreurs passées offraient désormais à Diego, tandis qu'il étudiait le journal et analysait le terrain, des leçons silencieuses. Au-delà du groupe disparu, la Galice regorgeait de personnages locaux qui complexifiaient l'intrigue. Il y avait Maria Valdés, la gardienne du village le plus proche, qui connaissait la forêt bien mieux qu'elle ne le laissait paraître. Elle conservait une collection de vieilles cartes et d'histoires transmises de génération en génération, et connaissait les légendes de rivières traîtresses et de clairières maudites. Sa présence ajoutait une tension palpable. Elle semblait savoir quelque chose que Diego ignorait encore, et ses réponses ambiguës incitaient le chasseur à remettre en question chacune de ses actions. Un autre personnage important était Sergio Alvarez, un botaniste qui étudiait les plantes médicinales de la région. Il pouvait être un allié ou un obstacle, selon l'interprétation des agissements de Diego, et sa présence montrait que la forêt recelait des ressources capables de sauver ou de condamner quiconque osait l'explorer. Au fil de sa progression, Diego remarqua l'interaction entre le terrain et son journal. Chaque point marqué sur la carte semblait indiquer des difficultés spécifiques, de petites grottes cachées, des rivières aux cours changeants lors des crues saisonnières, des pentes glissantes et des sentiers étroits mettant à l'épreuve l'endurance et le courage. En reconstituant mentalement le voyage des Américains, Diego comprit que la géographie n'était pas qu'un simple obstacle physique, mais une force quasi consciente qui façonnait les décisions et les destins. Le journal révélait également des aspects culturels et historiques du pays, intimement liés à l'intrigue. Il évoquait les traditions pastorales locales, les anciennes routes de contrebande entre les villages et les légendes des sorcières de Galice, dont le souvenir imprégnait encore les récits transmis oralement. Ces éléments n'étaient pas de simples décors, mais influençaient directement les choix du groupe. Ethan se fiait superficiellement aux connaissances locales, tandis que Lisa et Ryan commençaient à comprendre que sous-estimer la région pouvait être fatal. Diego, saisissant ces détails, comprit qu'il suivait un chemin d'apprentissage et de prise de conscience, où passé et présent se rejoignaient. L'antagoniste dans cette phase demeurait insaisissable, non pas une personne en particulier, mais la forêt elle-même, vivante, imprévisible et pleine d'énigmes. Il y avait cependant des indices de forces extérieures susceptibles d'avoir contribué à la disparition. Des bruits inexpliqués, des empreintes qui apparaissaient et disparaissaient, des traces de campements incendiés et des messages codés laissés dans le journal. Diego commençait à comprendre que survivre exigerait plus que des connaissances. Il lui faudrait de l'instinct, du courage et la capacité d'affronter l'inattendu. Finalement,
Des personnages secondaires firent leur apparition, instaurant tension et empathie. Un berger du village raconta que les animaux évitaient certains endroits. Un enfant parla de bruits étranges, les nuits de pleine lune. Et des visiteurs occasionnels évoquèrent des touristes disparus sans laisser de traces. Chaque récit, chaque détail intensifiait le suspense et soulignait que l'histoire ne portait pas seulement sur la survie physique, mais aussi sur la résilience psychologique et émotionnelle face à l'inconnu. La forêt galicienne, avec sa beauté trompeuse et ses sombres secrets, devint le décor idéal pour le voyage de Diego. À la fin de cette étape, les lecteurs connaissent non seulement les protagonistes et les personnages secondaires, mais ressentent aussi l'atmosphère oppressante et mystérieuse du lieu. Le monde et les personnages s'entremêlent, préparant le terrain pour le développement du conflit à venir. Le journal révélait bien plus que de simples difficultés naturelles. Chaque page était une montée de tension qui semblait résonner dans la forêt elle-même. Diego, le vieux carnet à la main, commença à remarquer des schémas de disparition, des endroits précis sur le fleuve Minho où le courant devenait traître, des clairières où les sons semblaient anormalement amplifiés, et des sentiers qui, lorsqu'on les suivait, disparaissaient mystérieusement dans l'épaisse végétation. La forêt n'était pas seulement le décor, elle était la force antagoniste qui dictait des règles invisibles, défiant quiconque osait la traverser. En avançant, Diego ressentit le poids de la solitude. Le bruissement du vent dans les pins se mua en murmure, comme si la forêt tentait de communiquer quelque chose. Une branche tomba brusquement près de lui, et il remarqua des empreintes non humaines, des marques profondes et arrondies qui serpentaient entre les troncs et disparaissaient soudainement. Il revit les descriptions du journal. Ethan et son groupe avaient évoqué des bruits similaires, des ombres qui se déplaçaient sans raison apparente et cette impression constante d'être observé. Chaque pas devenait plus périlleux. Diego tenta de traverser un passage rocailleux et glissant au bord de la rivière, mais le courant s'était intensifié depuis sa dernière carte. Il faillit tomber, ne se retenant qu'à un arbre dont les racines s'accrochaient à la berge. Là, la tension psychologique monta d'un cran. La forêt n'était pas passive, elle était imprévisible, semant des obstacles physiques et mentaux à chaque tournant. De nouveaux éléments de conflit apparurent lorsque Diego découvrit les vestiges d'anciens campements, partiellement recouverts de mousse et de terre. Des effets personnels, des fragments de vêtements et d'ustensiles indiquaient que les Américains n'avaient pas disparu instantanément, mais avaient mené une lutte prolongée. Cependant, certaines traces restaient inexpliquées, des empreintes circulaires, des objets déplacés de façon anormale et des signes de précipitation, comme si quelque chose ou quelqu'un les avait traqués. Diego sentait que chaque découverte le rapprochait d'une vérité peut-être trop dangereuse à affronter seul. Des tensions entre les personnages sont également apparues indirectement. Diego a relu des extraits de journaux intimes où Ethan et Ryan étaient en désaccord sur des décisions cruciales. Traverser la rivière ou emprunter des sentiers plus sûrs, camper dans des clairières ou se cacher dans l'épaisse forêt. Ces choix ont déterminé le destin du groupe et Diego a réfléchi à ses propres décisions face à des défis similaires. Il y avait des leçons à tirer, mais aussi des pièges. Ce qui avait fonctionné pour eux ne fonctionnerait pas forcément pour lui. Des intrigues secondaires commencèrent à s'entremêler au conflit principal. La figure énigmatique de Maria Valdés apparut plus fréquemment. Non seulement elle connaissait les secrets de la forêt, mais elle semblait aussi mettre Diego à l'épreuve, lui fournissant des indices vagues et des avertissements énigmatiques sur les lieux à éviter. Sa présence instaura une tension sociale. Pouvait-il lui faire confiance, ou la curiosité et l'orgueil du chasseur le pousseraient-ils à ignorer ses mises en garde? Leur interaction ajouta une dimension d'imprévisibilité, tandis que l'antagonisme provenait non seulement de la forêt, mais aussi des décisions humaines et des alliances fragiles. Diego découvrit également des signes récents d'activité humaine, ce qui laissait supposer qu'il n'était pas seul. Des empreintes fraîches près du journal indiquaient qu'une autre personne ou un autre groupe explorait la même zone. Cela créa un sentiment d'urgence,
survivre dans la forêt ne suffisait pas. Il devait découvrir si ces traces appartenaient à des alliés, à des curieux ou à des menaces potentielles. Chaque interaction avec l'environnement accentuait le suspense, et chaque mouvement exigeait une analyse minutieuse. Une erreur pourrait signifier tomber dans le même piège que les aventuriers 13 ans plus tôt. Parallèlement, les obstacles naturels continuaient de mettre Diego à l'épreuve. Des orages soudains rendaient les sentiers boueux et glissants, et des rivières autrefois peu profondes se transformaient en rapides tumultueux. Les animaux sauvages, jusque-là simples observateurs lointains, apparaissaient désormais menaçants. Loups, sangliers et rapaces semaient la terreur. L'épreuve n'était pas seulement physique. La tension psychologique grandissait à chaque pas, car Diego prenait conscience que la forêt avait une mémoire et une patience inébranlables. Elle attendait, observait, apprenait. Au cœur de ce conflit grandissant, Diego commença à relier les indices du journal. Ethan et Lisa avaient découvert des signes d'un phénomène inexplicable près d'une ancienne tour de pierre, oubliée des habitants. Des témoignages récurrents faisaient état d'ombres qui n'avaient rien à faire la nuit, et de eaux qui semblaient se mouvoir toutes seules. Ces éléments surnaturels n'étaient pas immédiatement apparents, mais le mélange de dangers réels et inexplicables intensifiait le suspense, rendant chaque décision cruciale. Diego comprit que survivre exigerait plus que de l'instinct. Il lui faudrait du courage pour affronter ce que personne n'avait pu expliquer pleinement. Le conflit touchait aussi la sphère émotionnelle. Diego éprouvait à parts égales peur, excitation et curiosité. Chaque découverte faisait naître en lui des doutes quant à sa santé mentale et sa capacité à aller de l'avant. L'urgence du temps s'intensifiait, la journée avançait, la lumière déclinait, et chaque ombre qui s'allongeait semblait dissimuler un danger. Le rythme du récit, alternant action intense et moments de réflexion minimale, permettait au lecteur de ressentir la même oppression que le protagoniste. À la fin de cette étape, le décor était entièrement dressé, les personnages étoffés et le conflit devenu multiforme, physique, psychologique et potentiellement surnaturel. Obstacles, tensions sociales et signes mystérieux préparèrent le terrain pour l'étape suivante. L'introduction d'intrigues secondaires complexes qui lieraient davantage passé et présent, intensifiant le suspense et menant à l'inévitable escalade du récit. Tandis que Diego s'enfonçait au cœur de la Galice, la forêt semblait se complexifier sans cesse, presque vivante. Chaque clairière dissimulait des sentiers secondaires, et le grondement du Minho se mêlait à des échos qui évoquaient d'anciens cris ou murmures. La tension montait, et avec elle se dévoilaient de nouvelles strates narratives, de petites énigmes laissées par les aventuriers américains, des indices de leur survie partielle et des prémices d'un phénomène défiant toute logique. L'une des premières intrigues secondaires est apparue avec la relation de Diego et Maria Valdés. Celle-ci a commencé à lui dévoiler des fragments de son histoire. Des décennies auparavant, son grand-père avait été témoin d'événements étranges dans la forêt, impliquant des touristes disparus et des signes semblant indiquer la présence de forces inexplicables. Les avertissements de Maria, bien que vagues, ont créé un conflit intérieur chez Diego. Devait-il partir seul ou accepter une aide ambiguë? Cette tension a donné une dimension émotionnelle au récit, montrant que la survie dépendait non seulement de la force physique, mais aussi de la capacité à interpréter les intentions humaines et à faire confiance à son instinct. Une autre dimension apparut lorsque Diego découvrit des signes récents de présence humaine. Des empreintes fraîches, ne correspondant à aucune activité locale connue, indiquaient qu'un autre explorateur ou groupe tentait d'enquêter sur les disparitions. Ceci posa un dilemme moral et stratégique. Affronter des alliés potentiels ou garder ses distances pour éviter d'attirer l'attention de forces inconnues. Chaque choix influença le récit, faisant de la forêt non seulement l'antagoniste, mais aussi le théâtre de décisions cruciales qui affectèrent le déroulement de l'histoire. Le journal continuait de faire le lien entre passé et présent.
Dans un passage, Ethan racontait en détail un incident où le courant de la rivière avait changé du jour au lendemain, obligeant le groupe à abandonner du matériel précieux. Lisa décrivait d'étranges bruits, surgis sans source visible, et Ryan exprimait une tension psychologique croissante, doutant de leur santé mentale collective. Diego comprit que ces récits n'étaient pas de simples souvenirs. C'étaient des avertissements, des schémas comportementaux et des signaux de survie qu'il devait déchiffrer. Chaque détail fournissait des indices sur des pièges naturels et peut-être même surnaturels, rendant l'exploration à la fois scientifique, physique et émotionnelle. La pression du temps devint primordiale. Chaque jour qui passait, Diego devait franchir des passages cruciaux avant la tombée de la nuit, affronter des rivières au courant de plus en plus rapide et éviter les zones fréquentées par les prédateurs. Le rythme naturel de la forêt dictait non seulement la cadence, mais intensifiait aussi la tension narrative. Chaque décision devait être mûrement réfléchie. Un faux pas pouvait le conduire à répéter les erreurs du passé, et chaque retard accentuait l'urgence, maintenant le lecteur en haleine. Les intrigues secondaires incluaient également les interactions entre les personnages secondaires du village. Un jeune guide local, Pablo, tenta de se proposer comme compagnon, mais son manque d'expérience engendra des conflits et des risques. Par ailleurs, l'arrivée d'un botaniste, Sergio Alvarez, spécialiste des plantes médicinales, offrit une alternative stratégique. Il pouvait fournir des ressources essentielles à la survie, mais il distrayait également Diego et nécessitait une constante redéfinition des priorités. Ces relations complexifièrent le récit, illustrant que la survie en forêt reposait sur des alliances fragiles et des choix stratégiques faits sous la pression. Au cours de son exploration, Diego découvrit des indices suggérant que les Américains s'étaient divisés en petits groupes, peut-être pour tenter d'accroître leurs chances de survie. Du matériel éparpillé, des sentiers qui divergeaient et des notes confuses témoignaient de décisions prises dans l'urgence. Cela instaura une tension narrative. La forêt semblait récompenser la prudence et punir la confiance excessive. Chaque intrigue secondaire découlant de ces déplacements passés ajoutait au suspense, le lecteur comprenant que la survie exigeait un esprit critique, une intelligence émotionnelle et un instinct aiguisé. Une dimension surnaturelle commença à se faire plus présente. Lisa évoquait dans certains récits des ombres qui semblaient se mouvoir seules, des sons qui ne correspondaient à aucun animal connu et une impression constante d'être observé. Diego commençait à ressentir la même chose. La forêt ne se limitait pas à des obstacles physiques, mais imposait des énigmes psychologiques, mettant à l'épreuve les limites de la perception et du courage. Ces éléments supplémentaires accentuaient le suspense et rendaient chaque pas imprévisible. De plus, de petites découvertes ont complexifié l'intrigue. Des indices concernant d'anciennes routes de contrebandiers, des cartes oubliées et des symboles énigmatiques gravés dans la pierre laissaient supposer que la région avait été le théâtre d'événements étranges avant même la disparition du groupe américain. L'histoire n'était pas linéaire, elle formait un réseau d'événements interconnectés, où passé et présent s'entremêlaient, créant un récit riche et complexe. L'interaction entre les intrigues secondaires et le conflit principal est devenue évidente lorsque Diego a constaté des signes de changement de terrain. Un récent glissement de terrain a bloqué un sentier crucial, le forçant à improviser des itinéraires alternatifs et à mettre à profit les connaissances acquises tout au long de sa vie de chasseur. Le défi physique s'est mêlé à des décisions stratégiques et à un risque constant, renforçant la tension narrative et maintenant le lecteur immergé dans le dilemme de la survie. À la fin de cette phase, toutes les intrigues secondaires convergeaient pour renforcer l'arc narratif principal, la quête de Diego pour retrouver le groupe disparu et percer le secret de la forêt. Relations humaines, force de la nature, énigmes du passé et pression temporelle s'entremêlaient, préparant le terrain pour un tournant dramatique qui allait radicalement modifier le cours du récit. L'histoire était prête à intensifier le suspense, rapprochant le protagoniste de découvertes surprenantes qui mettraient à l'épreuve non seulement ses instincts de survie,
mais aussi sa perception de la réalité. Diego suivit prudemment le cours du fleuve Minho, mesurant chaque pas, observant attentivement chaque ombre. La lumière de l'après-midi déclinait rapidement, et le murmure constant de l'eau semblait faire écho aux avertissements du journal des aventuriers américains. Jusque-là, les difficultés avaient été prévisibles. Des rivières tumultueuses, des sentiers périlleux, des traces d'animaux sauvages. Mais quelque chose allait changer. En atteignant une clairière marquée d'un cercle dans son journal, Diego découvrit les vestiges d'un campement, encore plus ancien et plus inquiétant que tout ce qu'il avait vu jusqu'alors. Un fragment de cabane déchirée portait de profondes griffures, comme si quelque chose ou quelqu'un avait tenté d'en arracher les survivants. Non loin de là, les effets personnels des aventuriers, une boussole, une gourde, même une paire de bottes, étaient disposés selon d'étranges motifs, presque rituels. Le chasseur comprit qu'il ne s'agissait pas de simple hasard. La disposition de ces objets était intentionnelle. Soudain, un son sec, métallique et répétitif se fit entendre de l'autre côté de la clairière. Diego leva son fusil, mais il n'y avait personne. Le journal l'avait mis en garde contre ces interférences invisibles. Mais à présent, elles se manifestaient de façon palpable. L'impression d'être observé s'intensifia. Une ombre passa entre les arbres, trop rapide pour être celle d'un animal ordinaire. Un frisson parcourut l'échine de Diego. Quelque chose ou quelqu'un rôdait, manipulant les événements de la forêt d'une manière qui défiait toute logique et toute expérience. En inspectant le campement, il découvrit une boîte métallique rouillée coincée entre des racines d'arbres. À l'intérieur, un appareil photo endommagé, partiellement chargé d'une vieille pellicule. Diego l'examina et remarqua des images troublantes. Les aventuriers, dans des situations de danger extrême, mais aussi dans des moments de silence absolu, fixant quelque chose qui n'apparaissait pas sur les photos. Sur les images suivantes, des ombres déformées se dessinaient derrière eux, presque imperceptibles, mais reconnaissables comme des présences humaines ou surnaturelles. Les photographies suggéraient que les disparus ne luttaient pas seulement contre les éléments, mais contre quelque chose ou quelqu'un se déplaçant à la limite du visible. Cette découverte donna une nouvelle dimension au conflit. La forêt semblait désormais composée de strates de réalité, physiques et perceptuelles, qui interagissaient de manière dangereuse et imprévisible. Diego comprit que les leçons du journal étaient insuffisantes. Il devait comprendre ce qui se cachait derrière ces manifestations, sinon il subirait le même sort que les aventuriers. Tandis que je méditais sur ces découvertes, un cri résonna dans la vallée. C'était un cri humain, et pourtant étrange, comme si plusieurs voix se superposaient. Diego courut vers le son et découvrit un passage étroit entre des arbres centenaires, un passage qui ne figurait pas sur la carte. Là, il vit quelque chose qui allait bouleverser sa perception de la forêt. Une fissure dans le sol, recouverte de mousse, semblait mener à un tunnel naturel. Mais en regardant à l'intérieur, il remarqua des traces de passages récentes, des empreintes de pas fraîches, mêlées à de vieilles empreintes de chaussures américaines. Quelqu'un ou quelque chose continuait d'explorer ou d'habiter cet espace secret. Le tournant décisif s'est produit lorsque Diego a compris que les signes de disparition n'étaient pas de simples coïncidences historiques. La forêt conservait une mémoire, un schéma qui se répétait depuis des décennies. La crevasse qu'il découvrit pouvait être le même endroit où les aventuriers avaient été contraints de pénétrer, ou peut-être un portail vers un monde encore plus inconnu. L'imprévisibilité s'accroissait. Chaque décision pouvait mener au salut ou à la perdition. Au milieu de tout cela, les interactions avec les personnages secondaires s'intensifièrent. Maria Valdés, apparue discrètement au début du voyage, réapparut, cette fois avec une carte ancienne et incomplète de grottes souterraines. Elle exposa partiellement sa théorie. Les lieux de disparition, anciens et récents, suivaient des schémas géographiques et historiques, comme si la Terre elle-même conspirait. Ces paroles ajoutèrent un sentiment d'urgence, mais semèrent aussi la confusion. L'explication n'était pas tout à fait logique, laissant Diego avec plus de questions que de réponses.
l'épreuve émotionnelle et psychologique atteignit son paroxysme. Diego comprit qu'il n'était pas seulement confronté à des dangers physiques, mais à une expérience qui mettait sa santé mentale à rude épreuve. Chaque ombre, chaque bruit, chaque objet déplacé accentuait la tension, et la frontière entre réalité et perception semblait s'estomper. Il lui faudrait du courage, de l'intelligence et de l'instinct pour continuer. Ce tournant révéla également un conflit intérieur majeur. Diego commença à se demander s'il devait poursuivre seul ou demander de l'aide. Toute la préparation, la connaissance de la forêt et le journal des aventuriers pourraient ne pas suffire. La forêt semblait s'adapter à lui, anticipant ses mouvements, lui tendant des pièges naturels et psychologiques qui exigeaient des réactions immédiates et intelligentes. Chaque choix entraînait des conséquences directes et inattendues. Finalement, l'événement inattendu qui marqua un tournant décisif fut la découverte d'un corps incomplet, préservé parmi les racines et la mousse. Il n'était pas entièrement reconnaissable, mais l'identification d'une veste appartenant à l'un des Américains disparus fit battre le cœur de Diego à tout rompre. Cela indiquait non seulement que les disparus étaient là, mais suggérait aussi que la forêt recelait des secrets défiant le temps et la logique humaine. La survie devint alors une course contre l'inconnu, et chaque pas devint crucial. Le corps démembré que Diego découvrit changea radicalement le cours de ses recherches. Jusqu'alors, il avait progressé avec une confiance prudente, suivant les pistes, analysant le journal et évaluant chaque danger. Mais la présence physique d'un des disparus le confronta à une cruelle réalité. Les aventuriers ne s'étaient pas seulement égarés, ils étaient tombés sous l'emprise de forces qui les dépassaient. Le choc psychologique fut immédiat. Diego ressentit un mélange de peur, d'admiration et de détermination. Chaque pas exigeait désormais une prudence accrue. La découverte du corps réveilla également les fantômes du passé de Diego. Son obsession pour les disparitions anciennes n'était pas seulement professionnelle. Elle puisait ses racines dans des tragédies non résolues. À présent, face à la dépouille humaine, il comprit que la moindre erreur pouvait être fatale. La forêt, qui lui avait paru simplement hostile, se révélait désormais comme un adversaire actif, presque conscient, capable de manipuler les événements, de désorienter et de mettre à l'épreuve la résistance physique et mentale de tout intrus. La présence de Maria Valdés prit une nouvelle importance. Apprenant la découverte du corps, elle conseilla la plus grande prudence. Ses avertissements, auparavant ambigus, revêtaient désormais un poids urgent. Elle commença à dévoiler d'autres fragments de ses recherches, d'anciens itinéraires de disparition, des zones à risque permanent et l'existence possible de grottes cachées faisant office de pièges naturels. Chaque détail accroissait la tension et fournissait de précieux indices, mais soulevait aussi des dilemmes, suivre ses conseils ou se fier uniquement à son instinct de survie. L'échange avec Sergio Alvarez, le botaniste, prit une tournure plus stratégique. Cet expert en plantes médicinales proposa des solutions pour les premiers secours et l'approvisionnement alimentaire en forêt, mais exigeait une planification minutieuse. Chaque choix de Diego concernant les itinéraires, les abris et les horaires était dicté par ses limites physiques, les ressources disponibles et le risque de découvrir d'autres indices sur les personnes disparues. La pression émotionnelle, conjuguée à la nécessité pratique, confirma que la survie exigeait à la fois intelligence et courage. Le bouleversement modifiait également la perception du temps et de l'espace. Chaque sentier paraissait plus long, chaque clairière plus menaçante. Le chasseur devait trouver un équilibre entre vitesse et sécurité, restant extrêmement attentif aux sons, aux ombres et aux signes subtils pouvant révéler des dangers cachés. De petites erreurs de jugement ou des distractions pouvaient avoir des conséquences irréversibles, comme si la forêt avait une mémoire et réagissait à chaque action. Entre-temps, des signes de présence humaine récente complexifièrent le récit. Diego commença à soupçonner que d'autres explorateurs, peut-être des touristes ou des chercheurs, suivaient des pistes similaires. Cela engendra un conflit moral et stratégique.
affronter d'éventuels alliés ou éviter tout contact. Le choix d'interagir ou de rester isolé ajouta une tension dramatique, démontrant que la survie dépendait non seulement des compétences physiques, mais aussi de la perception, du jugement et de la gestion des risques sociaux. L'impact psychologique s'intensifiait également. À chaque pas, Diego ressentait la pression de la forêt, qui semblait le mettre à l'épreuve à plusieurs niveaux, physique, émotionnel et cognitif. Le journal des Américains continuait d'être une source de conseils et d'avertissements, mais il n'apportait pas de réponse complète. Les ombres que Lisa avait décrites et qu'il commençait lui-même à percevoir rendaient l'environnement imprévisible, exigeant des décisions rapides sous une pression intense. De plus, la découverte du corps eut des conséquences pratiques immédiates. Diego dut improviser le transport des ravitaillements, adapter ses itinéraires en fonction des obstacles nouvellement identifiés et planifier la manière de documenter ses découvertes sans se mettre en danger. Chaque action influença directement le récit, renforçant le thème central de la survie et montrant que l'expérience de la confrontation à l'inconnu exigeait intelligence, adaptabilité et courage. La pression du temps était à son comble. Le jour déclinait et la lumière de la forêt changeait rapidement. De longues ombres s'étiraient, les bruits des animaux nocturnes intensifiaient la tension et la visibilité diminuait. Diego savait que la moindre imprudence pouvait entraîner une chute, la perte de provisions, voire des confrontations inattendues. L'urgence d'avancer tout en observant chaque détail de la forêt créait une tension constante, maintenant le récit intense et captivant. L'impact émotionnel et psychologique était exacerbé par le souvenir constant des aventuriers disparus. Chaque objet trouvé, chaque indice découvert, chaque ombre perçue rappelait à Diego que l'histoire du groupe américain ne s'était pas achevée avec le temps. La survie exigeait une grande attention aux détails, une force mentale à toute épreuve et la capacité d'interpréter les signes subtils de la forêt, transformant chaque pas en une épreuve d'instinct et d'intelligence. Finalement, les conséquences s'étendirent aux relations interpersonnelles. L'interaction avec Maria et Sergio, d'abord facultative, devint vitale. Le chasseur devait trouver un équilibre entre confiance, prudence et collaboration. Ces décisions affecteraient non seulement sa propre survie, mais aussi sa capacité à partager ou à comprendre des informations susceptibles de révéler le sort des disparus. La forêt, dont la complexité s'accroissait, devint un catalyseur de choix stratégiques, émotionnels et éthiques. À la fin de cette phase, l'impact du tournant avait profondément transformé le scénario, les défis et l'état psychologique du protagoniste. Diego n'était plus un simple chasseur explorant la forêt. Il était devenu un survivant conscient des forces à l'œuvre autour de lui et des répercussions de chacune de ses décisions. Le conflit était pleinement développé, les intrigues secondaires entremêlées et le récit préparé pour l'étape suivante, le dépassement et la croissance, où le protagoniste devra relever de nouveaux défis qui mettront à l'épreuve son parcours de transformation personnelle. À chaque pas de Diego, la forêt galicienne semblait mettre à l'épreuve non seulement sa force physique, mais aussi son esprit et son âme. Les ombres qui l'effrayaient autrefois devinrent des avertissements. Les bruits indistincts des bois étaient désormais interprétés avec une attention méticuleuse. Il commença à percevoir des schémas subtils, la direction du vent, le comportement des oiseaux et des petits animaux, autant d'indices essentiels à sa survie. L'expérience se mua en sagesse pratique. Chaque obstacle surmonté façonna sa perception. Chaque décision prise renforça sa confiance et sa capacité à décrypter son environnement. Le premier grand défi survint lorsque Diego dut traverser une portion du fleuve Minho en pleine crue. Le journal de l'aventurier américain décrivait le courant comme traître et l'endroit où il se trouvait avait changé au fil des ans. L'eau déferlait avec une force inattendue et le risque d'être emporté était bien réel. Diego utilisa des troncs d'arbres tombés comme pont de fortune, alliant équilibre, force et méticulosité. Cet épisode marqua un tournant dans sa transformation.
Il ne s'agissait plus seulement de réactions instinctives, mais de planification et d'adaptation face au danger. La forêt l'obligea aussi à affronter ses peurs les plus profondes. Les ombres et les bruits qui, autrefois, semaient de la panique, commencèrent à être analysés avec logique et stratégie. Diego se mit à percevoir la forêt comme une énigme vivante. Chaque défi était une leçon, chaque piège naturel une occasion de mettre à l'épreuve son intelligence et son courage. La victoire ne résidait pas dans la force brute, mais dans la capacité à décrypter les signes, à improviser et à garder son sang-froid sous une pression extrême. Sur le plan personnel, la relation avec Maria Valdés a évolué. D'abord ambiguë, elle est devenue une alliée précieuse. Ensemble, ils ont déchiffré de vieilles cartes, repéré des zones moins dangereuses et interprété des panneaux historiques susceptibles d'indiquer des lieux d'intérêt pour le groupe disparu. Cette collaboration a favorisé une évolution personnelle. Diego a appris à faire confiance, en conciliant son expérience avec le regard extérieur de Maria. Cette interaction a renforcé son leadership et son esprit critique. Un autre moment décisif survint lorsque Diego dut traverser une clairière infestée d'animaux sauvages, loups et sangliers, tout en cherchant à rejoindre un abri sûr avant la nuit. D'abord hésitant, il eut recours à des stratégies de diversion, de bruitage et de mouvements calculés pour traverser la zone sans affrontement direct. Cet épisode symbolisa son évolution, d'un chasseur expérimenté à un survivant adaptable, capable de transformer sa peur en une action intelligente et décisive. Le journal des aventuriers continuait d'influencer ses choix, mais Diego commença à interpréter les récits de manière autonome. Il apprit à discerner les schémas des erreurs et des succès passés, anticipant les pièges naturels et psychologiques potentiels. Chacune de ces décisions reflétait une combinaison d'expériences acquises, d'intuition aiguisée et de courage forgé par les succès et les échecs évités de justesse. Sa transformation n'était pas seulement physique, elle était aussi mentale et émotionnelle, façonnant un protagoniste résilient et stratégique, conscient de ses limites et de ses capacités. Entre-temps, la pression du temps accélérait le rythme du récit. Chaque pas devait être mûrement réfléchi, car le crépuscule approchait et les zones dangereuses devenaient plus menaçantes encore la nuit. Diego développa une résilience physique et mentale, conservant sa lucidité même sous un stress extrême. La tension n'était pas qu'un simple élément narratif, mais faisait partie intégrante de son évolution. Affronter l'inattendu avec maîtrise de ses émotions devint une compétence de survie essentielle. Des intrigues secondaires interconnectées ont continué d'alimenter l'évolution du personnage. La présence d'indices laissés par d'autres explorateurs a complexifié la tâche, obligeant Diego à analyser avec soin les risques potentiels des rencontres humaines. Il a appris à concilier prudence et nécessité d'investigation, développant ainsi des compétences en observation, en négociation et en prise de décision en situation d'incertitude. Chaque interaction, directe ou indirecte, a contribué à sa maturité et à son renforcement psychologique. Le summum de sa résilience fut atteint lorsque Diego dut faire face à un glissement de terrain partiel qui bloquait l'accès à un sentier crucial repéré dans son journal. Cette action exigea planification, improvisation et courage. Il s'appuya sur les racines apparentes, dégagea les obstacles les plus lourds et fut très attentif aux signaux de la forêt. Cet épisode confirma son évolution. D'un chasseur méthodique, il devint un survivant stratégique, capable d'interpréter son environnement, de réagir aux dangers imprévus et de transformer l'adversité en atout. Sur le plan émotionnel, Diego a mûri en se confrontant aux souvenirs des aventuriers disparus. Son empathie et sa compréhension de leurs souffrances ont renforcé son sens des responsabilités, non seulement envers lui-même, mais aussi envers la préservation de l'histoire et la survie de quiconque s'aventurerait dans la forêt. Le dépassement de ces épreuves a englobé non seulement des exploits physiques, mais aussi une croissance morale et intellectuelle, témoignant d'une véritable transformation de son caractère.
À la fin de cette phase, Diego était prêt à affronter les événements qui allaient mener au dénouement de l'histoire. Son expérience, son apprentissage et sa maturité émotionnelle l'avaient préparé à prendre des décisions cruciales, à faire face à la vérité sur les personnes disparues et à résoudre les mystères de la forêt avec conscience et stratégie. Le protagoniste s'était transformé, acquérant des compétences et une perspective qui lui permettrait d'affronter les défis finaux avec intelligence, courage et résilience. La forêt galicienne semblait plus vivante que jamais. Chaque arbre, chaque pierre, chaque courant du Minho portait en lui le souvenir des disparus et des épreuves déjà surmontées par Diego. Après des semaines d'exploration, de franchissement d'obstacles et d'analyse minutieuse du journal des aventuriers américains, il commençait enfin à relier tous les éléments du mystère. Les indices anciens, les vestiges du campement, les ombres inexplicables et les traces d'une présence humaine récente formaient un motif qui exigeait une interprétation attentive. La première étape de la préparation au dénouement consistait à consolider ses connaissances. Diego a revu les points clés indiqués dans le journal et sur les vieilles cartes fournies par Maria Valdés. Il a repéré les traces d'éboulis, les clairières où les disparus avaient campé et les abords des grottes susceptibles de receler des réponses. Chaque itinéraire possible a été analysé avec une précision quasi scientifique. Risques physiques, traces de prédateurs et pièges naturels potentiels ont été pris en compte. Son expérience de survie, acquise tout au long du récit, s'alliait désormais à la logique et à la stratégie. Les intrigues secondaires progressaient, elles aussi, vers leur résolution. Diego confronta le jeune guide local, Pablo, qui avait auparavant causé des distractions, et instaura une relation de confiance contrôlée. Pablo pouvait fournir des informations précieuses, mais il devait suivre les instructions pour ne pas se mettre en danger. De même, Sergio Alvarez, le botaniste, aida à se procurer les provisions essentielles pour traverser les zones dangereuses, mais sa participation était limitée afin de ne pas entraver l'exploration principale. Chaque interaction était soigneusement planifiée, veillant à ce que les personnages secondaires remplissent leur rôle sans détourner l'attention du conflit central. La dimension psychologique du dénouement commença à se dessiner. Diego comprit que la forêt constituait une épreuve ultime pour son intelligence émotionnelle et sa capacité à raisonner sous pression. Les cris d'animaux, les ombres entre les arbres et les mouvements inattendus étaient autant d'alertes, non seulement d'un danger physique, mais aussi de décisions stratégiques cruciales à prendre avec précision. Le temps devenait compté. Chaque minute d'hésitation pouvait tout compromettre, transformant l'exploration en une course contre l'inconnu. Un défi inattendu se présenta lorsque Diego découvrit une étroite crevasse entre les arbres, partiellement dissimulée par la mousse et les racines. Le journal des Américains mentionnait un endroit similaire, le décrivant comme un point de passage incontournable lors des recherches du camp perdu. Diego analysa attentivement la situation. La traversée exigerait force physique, coordination et une attention constante, mais c'était aussi l'occasion d'atteindre un lieu où se trouvaient des réponses cruciales. La tension monta, mais il était désormais prêt à agir avec prudence et efficacité. Au fil de sa progression, Diego commença à remarquer des schémas presque mathématiques dans la disposition des objets, des sentiers et des vestiges du campement laissés par les disparus. C'était comme si le groupe avait tenté de communiquer quelque chose, laissant des messages codés à l'intention de quiconque pourrait les déchiffrer. Cette découverte lui apporta une clarté nouvelle. Le dénouement ne serait pas seulement une confrontation avec des dangers naturels ou surnaturels, mais aussi la résolution des énigmes laissées par les aventuriers américains. Chaque décision concernant le chemin à emprunter, chaque analyse d'indices et chaque déplacement sur le terrain revêtait une importance stratégique capitale. L'interaction avec Maria et Sergio, désormais bien intégrée, a permis de trouver un équilibre entre collaboration et autonomie.
Maria a apporté des connaissances historiques et culturelles essentielles, tandis que Sergio a fourni des ressources pratiques et des solutions aux obstacles immédiats. Diego, quant à lui, a consolidé son leadership et sa capacité à prendre des décisions cruciales en appliquant tout ce qu'il avait appris au cours de son parcours semé d'embûches. Cette dynamique a préparé le terrain pour l'affrontement final. Il était physiquement prêt, émotionnellement stable et mentalement stratégique. L'atmosphère du récit contribuait également à intensifier le suspense. Le jour déclinait, de lourds nuages s'amoncelaient et la forêt semblait respirer au rythme de Diego, réagissant à chacun de ses pas. Sons, mouvements et odeurs étaient autant de signes avant-coureurs qu'il interprétait désormais avec une précision chirurgicale. La pression temporelle et environnementale convergeait, assurant au lecteur une sensation d'urgence et de tension intense avant le dénouement. À la fin de cette étape, Diego avait résolu les intrigues secondaires, interprété les indices, consolidé ses alliances stratégiques et surmonté les obstacles qui l'avaient transformé en un protagoniste pleinement préparé. Le récit était prêt pour le moment de tension maximale. Le climax, où le conflit central serait abordé avec intensité, de manière imprévisible et décisive, avec un rebondissement plausible et une transformation visible du protagoniste. Diego s'avança prudemment dans l'étroite crevasse, sentant chaque racine et chaque pierre sous ses pieds, chaque bruit de la forêt amplifié dans ses oreilles. Le crépuscule plongeait les environs dans une pénombre inquiétante, et la lumière résiduelle filtrant à travers la cime des arbres transformait tout en silhouette menaçante. Chaque pas était crucial, la moindre imprudence pouvait le faire chuter ou alerter des présences invisibles qui semblaient l'épier. Émergeant de la crevasse, Diego se retrouva dans une vaste clairière accidentée, là où le fleuve Minho se divisait en petits rapides. L'endroit semblait figé dans le temps. Des vestiges de vieilles tentes, des ustensiles rouillés et des effets personnels des aventuriers américains étaient éparpillés, disposés de façon presque rituelle. Des ombres se mouvaient étrangement entre les arbres, signe qu'il n'était pas seul. Un intense sentiment de vigilance l'envahit, mais cette fois Diego ne recula pas. Chaque expérience passée l'avait préparé à cet instant. Soudain, un bruit métallique résonna dans la vallée. Diego leva son fusil, mais il n'y avait personne en vue. Le journal mentionnait des phénomènes similaires, des échos de pas, des grattements et des signes de mouvement sans corps. Il comprit que la disparition des aventuriers n'était pas seulement due à des obstacles naturels, mais aussi à une force extérieure manipulant l'environnement et créant des pièges psychologiques et physiques. En explorant la clairière, Diego remarqua une série de pierres disposées en cercle, avec des traces de traînées menant à une ouverture partiellement dissimulée sur la rive. Prudemment, il s'approcha et découvrit un tunnel naturel étroit et profond, qui semblait avoir servi de refuge ou de prison temporaire. À l'intérieur, les signes de présence humaine étaient récents. Objets modernes, empreintes de pas et traces d'une lutte discrète. Le chasseur comprit qu'il ne s'agissait pas seulement d'un site historique. Il était encore actif, lié au mystère qui avait hanté le groupe d'Américains 13 ans plus tôt. Tandis qu'il progressait dans le tunnel, la tension montait. Les bruits de la forêt à l'extérieur se mêlaient aux échos à l'intérieur, créant une perception confuse de l'espace et du temps. Diego dut faire appel à toute son expérience pour s'orienter, trouvant le juste équilibre entre vitesse et prudence. À chaque tournant, de nouveaux indices apparaissaient, des objets ayant appartenu aux aventuriers, des documents déchirés, des marques indiquant la direction à suivre et la hâte à laquelle ils avaient été contraints. Tout convergeait vers une conclusion troublante. Quelqu'un ou quelque chose avait consciemment manipulé la forêt et les disparitions, dissimulant les événements pendant des années. Le moment décisif arriva lorsque Diego découvrit la dernière chambre du tunnel. À l'intérieur, ce qu'il vit défiait toute logique. Des restes humains soigneusement conservés et un journal intime laissé comme ultime témoignage. Les notes décrivaient non seulement la lutte pour la survie, mais aussi les interactions avec une force invisible, presque intelligente,
qui semblait influencer les décisions, les déplacements et les mouvements du groupe. Les dernières pages évoquaient des tentatives pour communiquer leur position ou laisser des indices à d'éventuels sauveteurs. Diego comprit que le véritable combat n'était pas contre la forêt ou les animaux, mais contre une force qui manipulait l'environnement de manière imprévisible et presque surnaturelle. À cet instant, une ombre plus nette se dessina à l'entrée du tunnel. Diego leva son arme, mais comprit qu'il ne s'agissait pas d'un ennemi ordinaire. C'était un autre survivant, quelqu'un qui était resté caché, vivant en marge de la réalité et s'adaptant aux règles imprévisibles de ce lieu. Cette rencontre marqua un tournant décisif. Il ne s'agissait plus seulement de survivre individuellement, mais de comprendre comment l'expérience de chacun était liée au destin du groupe. Diego devait agir vite, faisant preuve d'un équilibre subtil entre confiance, prudence et intelligence émotionnelle, pour éviter de répéter les erreurs du passé. L'affrontement final mêla des éléments physiques, stratégiques et psychologiques. Diego utilisa ses connaissances, ses observations et les notes de son journal pour se déplacer en toute sécurité, évitant les pièges naturels et psychologiques. L'autre survivant, d'abord méfiant, finit par coopérer, et ensemble, ils découvrirent une sortie menant à l'autre rive, reliant la clairière au village voisin. Chaque étape exigeait coordination et concentration maximale, mais leur expérience commune leur permit de surmonter l'épreuve. En sortant de la forêt, Diego ressentit enfin un sentiment d'apaisement. Les réponses concernant la disparition du groupe américain, les signes mystérieux et la présence de la force invisible étaient en partie comprises. Pas entièrement explicables, certes, mais suffisantes pour clore le cycle de mystère qui durait depuis 13 ans. La forêt, toujours imposante, lui apparaissait désormais comme un adversaire apprivoisé et non plus comme un ennemi invincible. Le point culminant marqua également la transformation finale du protagoniste. Diego n'était plus seulement un chasseur ou un explorateur, il était devenu un survivant accompli, capable d'interpréter les signes, d'affronter les dangers, de coordonner ses alliés et de déchiffrer des énigmes complexes. Son courage, son intelligence et sa résilience avaient été mis à rude épreuve, aboutissant à une victoire non seulement physique, mais aussi stratégique, émotionnelle et intellectuelle. Au terme du point culminant, l'histoire se préparait à son dénouement. Les conséquences des actions, l'impact sur les personnages et l'environnement, et la résolution des intrigues secondaires qui avaient guidé le récit jusqu'au paroxysme de la tension. La forêt galicienne, désormais silencieuse, semblait presque reconnaître la présence de Diego. Il émergea du tunnel, accablé par le poids physique et émotionnel de semaines de lutte acharnée. Chaque pas avait été franchi avec effort et intelligence. Chaque obstacle surmonté avait forgé son caractère et transformé sa conception de la survie. Ce n'était pas seulement la fin d'un périple, mais aussi la résolution d'un cycle de mystères qui planait sur le fleuve Minho depuis plus de 13 ans. De retour aux abords du village, Diego trouva Maria Valdés et Sergio Alvarez qui l'attendaient avec anxiété. Les informations recueillies, les indices déchiffrés et les fragments du journal furent soigneusement partagés. Chaque détail permit de reconstituer le périple des aventuriers américains, révélant que, malgré la tragédie, leurs efforts de survie et leurs écrits constituaient un héritage et un avertissement pour les futurs explorateurs. Les conséquences émotionnelles furent profondes. Diego réfléchit à ce qui lui manquait et aux décisions qu'il devait prendre. La forêt lui avait appris que la survie ne reposait pas uniquement sur l'habileté physique, mais aussi sur la perception, la patience, l'empathie et le courage. Il avait dû affronter ses peurs intérieures, les pressions extérieures et des défis imprévisibles qui exigeaient intelligence et résilience. Chaque ombre, chaque bruit étrange, chaque obstacle devenait une leçon de vie qui transformait sa perception du risque, des limites et de la détermination. Les relations interpersonnelles s'améliorèrent également considérablement. Pablo, le jeune guide, et Sergio, le botaniste, avaient joué un rôle crucial, mais ils apprirent de Diego que la confiance devait s'accompagner de prudence. Maria Valdés,
d'abord mystérieuse et ambiguë, devint une alliée et une gardienne du savoir historique et culturel de la région. Ensemble, ils consolidèrent le récit des événements, veillant à la préservation de la mémoire du groupe disparu et des enseignements de la forêt. Physiquement, Diego portait des marques visibles et des cicatrices invisibles, témoins de l'intensité de son périple. Mais ces marques symbolisaient aussi le dépassement de l'adversité. Il avait appris à interpréter les schémas naturels et les signaux humains, à évaluer les risques avec précision et à prendre des décisions sous une pression extrême. Sa transformation était perceptible non seulement pour lui, mais aussi évidente pour tous ceux qui furent témoins de son arrivée aux abords du village. Le mystère de la forêt, bien que partiellement percé, demeurait une source inépuisable d'émerveillement. Diego avait déchiffré la majeure partie de l'énigme de la disparition des Américains, mais le sentiment d'une force dépassant l'entendement humain persistait, une force qui défiait toute explication rationnelle, mais dont l'interaction avec les humains pouvait désormais être prédite et affrontée. Cette conclusion laissait l'histoire suffisamment ouverte pour alimenter le suspense, tout en bouclant les principaux arcs narratifs de manière satisfaisante, reliant passé et présent. La survie de Diego symbolisait l'union de la préparation, de l'instinct et du courage. Chaque épreuve surmontée a consolidé son développement personnel et professionnel, faisant de lui un exemple de résilience. Il avait compris que la véritable force ne résidait pas seulement dans la musculature ou l'habileté manuelle, mais aussi dans la capacité d'observer, d'apprendre, de s'adapter et de prendre des décisions difficiles sous une pression constante. La fin offrait également une réflexion subtile sur l'héritage et la mémoire. Les aventuriers disparus, bien que victimes de circonstances extrêmes, ont laissé des traces et des indices qui ont permis à Diego de comprendre et de surmonter des épreuves similaires. La forêt, avec ses pièges naturels et ses énigmes psychologiques, demeurait imposante, mais était désormais respectée comme une force qui façonne et transforme, et non plus seulement comme une menace. Finalement, Diego retourna au village, porteur non seulement de preuves matérielles, mais aussi de récits poignants de courage, de tragédie et de persévérance. Le récit de survie avait atteint son apogée, mêlant action, tension, émotion et évolution personnelle. Chaque personnage, chaque intrigue secondaire et chaque élément du conflit principal trouvèrent leur résolution, aboutissant à une conclusion cohérente et satisfaisante. Le voyage achevé, le récit laisse un sentiment d'accomplissement, mais aussi de respect pour la force de la nature et l'ingéniosité humaine face à l'adversité. Diego, désormais plus sage et plus résilient, est devenu un symbole de survie, de compréhension et de respect pour l'inconnu. Le récit, riche en suspense, en défis et en rebondissements, a atteint son dénouement naturel, préparant le terrain pour un épilogue qui offrira un aperçu de l'avenir et une ultime réflexion sur le voyage. Des mois après son retour au village, Diego garda le contact avec Maria et Sergio, partageant ses découvertes et consignant des détails de la forêt que personne d'autre n'avait osé explorer. Le souvenir des aventuriers américains demeurait vivace dans chaque récit et chaque indice conservé. Bien que la forêt galicienne lui eût livré une grande partie de ses secrets, Diego savait que de nombreux mystères l'attendaient encore, dissimulés dans l'ombre et sur des sentiers oubliés. Cette expérience l'avait transformé à jamais, lui faisant prendre conscience que la survie exigeait courage, intelligence et respect de l'inconnu. Passé et présent s'entremêlaient, promettant de nouvelles découvertes. Si le périple de Diego et les mystères de la forêt galicienne vous ont captivé, partagez vos impressions et vos théories sur ce qui se cache encore dans l'ombre et sur les sentiers oubliés. Exprimez vos choix, discutez des énigmes de ces aventuriers américains et incitez d'autres personnes à explorer les récits de survie avec attention et courage. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir d'autres récits aussi intenses et surprenants. Votre participation fait vivre le récit et contribue à percer les mystères de la nature et du temps.